un peu rapide sur le débat, mais il y aura un peu plus de temps cet après-midi, dans la séquence de cet après-midi, pour le débat. Je vais inviter maintenant pour conclure, une table ronde pour conclure cette matinée, Lionel Jospin, Robert Chapuis, Marie-France Lecuir et Pascal Dorival. Oui, Robert Chapuis. Oui, je vous invite à me rejoindre pour conclure cette séquence. Oui, mais toi là. Alors, d'abord, merci à nos 4 panélistes d'avoir répondu à notre invitation. Je ne les présente pas parce que vous les connaissez tous. Je rappelle simplement qu'au moment des assises, Lionel Jospin était membre du bureau exécutif du parti et secrétaire national à la formation. Donc il avait un rôle important dans la vie interne du parti. Évidemment, par la suite, il sera premier secrétaire et Premier ministre. Robert Chapuis était secrétaire national du PSU jusqu'au début octobre 1974. Et il a été évidemment une des figures importantes de la vie du parti jusqu'à ce moment des assises. Il sera par la suite ministre auprès de Lionel Jospin dans le gouvernement de Michel Rocard. Marie-France Lecuir, elle était militante associative et elle faisait partie de ce que l'on a appelé la troisième composante. Donc elle nous portera sur un point de vue assez différent de ceux qui étaient engagés sur le plan politique. Mais par la suite, elle sera députée du Val d'Oise et maire de Daumont. Et Pascal Dorival, qui était à l'époque membre de la direction provisoire du PSU, qui a mis en minorité Michel Rocard et Robert Chapuis au moment des assises, et qui est aujourd'hui président de l'Institut Tribune Socialiste. Alors, après tout ce qu'on a entendu ce matin, le rappel historique qui a été posé par nos historiens, nos chercheurs, et avec les 50 ans de recul qui nous séparent d'octobre 1974, la première question que j'ai envie de poser à chacun d'entre vous, c'est comment analysez-vous ce moment des assises? Est-ce que c'était un tournant? Est-ce que c'était une inflexion dans la vie de la gauche française? Est-ce que c'était une rupture? Est-ce que ça a été quelque chose qui a eu des conséquences positives? Est-ce que ça a été sans effet? Voilà un peu comment revivez-vous ce moment avec le regard d'aujourd'hui, le recul et les appréciations que viennent de nous rappeler nos historiens ce matin. Lionel, si tu veux commencer. D'abord, je voudrais remercier les historiens qui n'étaient pas nés au moment des assises, alors que moi, ça faisait 37 ans que j'étais sur Terre, et qui nous ont fait revivre merveilleusement, avec brio, cette période, non seulement avec la description, mais avec les interrogations et les problématiques. Donc en 1974, j'ai 37 ans, je suis enseignant, je suis rentré au PS en 1971, après le congrès d'Épinay. Je viens d'entrer dans le congrès précédent à la direction du Parti socialiste. J'y suis secrétaire national à la formation, je suis membre du bureau exécutif. Mais dans les assises, je ne serais évidemment pas un auteur des assises, mais je ne serais même pas un acteur des assises. Je serais plutôt un spectateur, militant, intéressé. Ce n'est pas encore un moment où
je peux jouer un rôle au sein de la direction du PS. Je suis peut-être encore dans une période d'écoute, disons. Car ce rôle, je commencerai à le jouer l'année d'après, en 1975, autour des questions PS-PC, quand le PC engagera contre le PS cette querelle historique qui ne sera soldée qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1981. Donc je me situe. En même temps, je suis membre du courant mitterrandiste, puisqu'on a évoqué les tendances ou les courants. Et donc, je peux peut-être vous donner des perceptions qui viennent de l'intérieur de ce courant, où l'on débattra de cette question. Mais je ne viens pas de la Convention des institutions républicaines, comme Mermaz ou Jox ou d'autres. Et mon premier engagement politique a été la guerre d'Algérie. Et donc, je me retrouverai dans ce qu'on appellera après la deuxième gauche, puisque j'aurais été membre de l'UGS, l'Union de la gauche socialiste, de Gilles Martinet, et puis, assez brièvement, du PSU à Antony, à la résidence universitaire d'Antony. Et donc, par rapport au mitterrandiste historique, en quelque sorte, moi, je n'ai jamais, je le dirai d'ailleurs dans un congrès, je ne me situerai jamais entre la première et la deuxième gauche. Et encore moins, comme disait Popren, la petite gauche, en parlant de la deuxième. Bien. Donc je suis un participant intéressé et un peu particulier à cette époque. Alors, pour répondre, je voulais quand même me situer 50 ans après. Je donnerai ensuite un peu mon point de vue, si on peut le faire, sur les assises. En tout cas, si je devais répondre brièvement à une question, et donc de façon trop schématique, je dirais les assises, au bout du compte, quand on les regarde après coup, sont un moment de la montée d'une force politique qui va continuer à s'appeler le Parti socialiste. Je suis plus nuancé que Jean-Pierre Levade parce que je considère que un certain nombre, les cadres qui nous ont rejoints, les figures qui nous ont rejoints, notamment Michel Rocard, ont eu quand même un rôle fécond sur le rôle des idées. Il y a eu quand même les thèses sur l'autogestion. Alors on peut en discuter, on peut parler de programme. Je connais les idées de Jean-Pierre Levade. Mais je pense qu'ils ont davantage fécondé le PS qu'on pourrait le penser, ou que certains semblent penser. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un processus qui traduit, disons, la montée du PS, si je dois répondre très brièvement, mais je dirais des choses peut-être un peu plus nuancées après. On continue par Robert. Oui, je vais être peut-être un peu plus long que Lionel. Donc, dans la mesure où je suis un peu contraint de reprendre des éléments chronologiques, des éléments historiques pour mieux faire comprendre telle ou telle situation qui a été évoquée. Bon, je n'insisterai pas sur tout ce qui a été dit et qui est très important, notamment au début de ce colloque, sur les mouvements qui prenaient la société durant les années 60 et évidemment particulièrement en 68 en France, mais aussi plus largement, disons, dans les sociétés que l'on dit en même temps occidentales. Et donc, bien sûr, la gauche est forcément interrogée par l'ensemble de ce mouvement. Cette interrogation se traduit dans les partis traditionnels, donc ça sera l'évolution vers le Parti socialiste avec François Mitterrand. Elle se traduit dans la société civile. Et ce qui est important dans cette période, c'est que précisément la CFDT va se développer sur la base de ce mouvement de la société. Si la CFDT est devenue le premier syndicat de France, tout au moins dans le secteur privé, c'est précisément le résultat de ce mouvement qui entraînait la CFDT et qui, bien évidemment, avait une signification politique
qui, comme il a été dit, était exprimé par construction, mais qui traversait l'ensemble du mouvement déconfessionnalisé. Le PSU, donc dans ce contexte, bien évidemment, qui a joué en mai 68 un rôle important, directement, mais aussi indirectement, on le sait bien, avec l'UNEF, le PSU a été évidemment un peu au cœur de ce mouvement de la société. Et il en a vécu les différents aspects, que ce soit les aspects idéologiques ou les aspects, disons, politico-moraux de cette époque. À l'intérieur du PSU, on retrouvait les débats entre trotskistes, maoïstes, anarchistes, et ceux qui exprimaient l'idée d'un socialisme qui se voulait différent de ce qu'avait produit en France la social-démocratie. Et bien sûr, le PSU, du même coup, en étant confronté à toutes ces tendances, a été en difficulté avec probablement des pertes de militants, mais surtout des départs, des trotskistes vers la Ligue communiste, des maoïstes vers les divers mouvements maoïstes, ceux qui étaient fatigués en quelque sorte de ces débats, qui quittaient également le PSU. Et c'est seulement en 1991 que le PSU a trouvé, avec une courte majorité autour de Michel Rocard, disons, un certain équilibre. Et ce qui est important de voir, c'est que à partir de cet équilibre, va être mis en place progressivement ce qui va être le cœur du PSU, y compris historique. En effet, le Congrès de Toulouse, en 1972, va confirmer le choix du socialisme autogestionnaire par le manifeste qui a été adopté à une large majorité, qui s'appelait « Contrôler aujourd'hui pour décider demain ». C'est-à-dire qu'il mettait en évidence que, selon la formule, pour faire la révolution, il faut commencer par des réformes. Et que cette logique, disons, du socialisme autogestionnaire se retrouvait avec tout ce que la CFDT, par ses propres forces, avait produit dans l'idée du socialisme autogestionnaire et de la planification démocratique, puisque les deux termes, bien évidemment, sont toujours liés pour la CFDT et le travail qui a été fait par Pierre-Rose Ballon, par d'autres, était important pour donner un contenu à cela. Alors, si je veux aller très vite, je dirais qu'en 1973, le PSU, finalement, a trouvé son équilibre. Et il y a, à l'intérieur même du PSU, un assez large accord idéologique. Ensuite, il y aura des problèmes stratégiques, bien évidemment, qui vont se poser. Nous avons cette situation pour les élections législatives de 1973. Parallèlement, on sait les contacts qui étaient pris. On a évoqué le rôle du docteur Salomon pour rapprocher des leaders politiques, syndicaux, et c'était évidemment très important. Mais ça n'engageait pas les organisations. En 1973, donc, les élections législatives. Il y a des candidats PSU, largement. Il y a des candidats communistes, socialistes, et les débats, disons, sont tels que les réunions du PSU sont extrêmement suivies. Et je dirais par expérience sur le 14e arrondissement qu'il y avait plus de monde en 1973 dans mes réunions que même en 1968. Mais je vais raconter une anecdote pour faire comprendre. Robert. On va voir le problème. C'est que, distribuant quelques tracts
au métro Montparnasse qui était dans ma circonscription, je vois une jeune femme qui me prend un taxi et qui me dit « Ah, j'étais à votre réunion hier soir, il y avait beaucoup de monde, et puis alors vraiment, ça a été un débat très intéressant. Alors je suis convaincu et je vais voter socialiste. » Alors, c'est là le problème. Bon. C'est qu'il est apparu assez clairement, dans les résultats, qu'une évolution s'était faite. En 1968, j'ai été candidat dans le 14e arrondissement et j'ai dépassé Jean-Pierre Chevènement de 300 voix. En 1973, même arrondissement, je suis candidat contre Georges Sarr, qui était avant suppléant de Jean-Pierre Chevènement, et je suis très loin derrière lui. Et donc, fatalement, la question du rapprochement avec le Parti socialiste se pose. Et c'est pourquoi, bien sûr, une logique va se développer, mais je m'arrêterai là si on peut ensuite reprendre la parole. Je dirais que la nécessité du rapprochement apparaît, et à partir de ce moment de 1973, avec une vitesse indéniablement plus grande de la part de Michel Rocard à titre personnel, la question va se poser pour l'organisation de savoir effectivement quel rapprochement. Et ce rapprochement, nous le souhaitons d'abord sur les idées. Il y aura par exemple une revue commune entre le PSU, Critique socialiste, et Frontières, la revue du CRS, sur le socialisme intellectuel. Nous cherchons à nous rapprocher dans une perspective, effectivement, qui pour le moment n'est pas encore organisationnelle. Et c'est durant l'année 1974, avec l'accélération par le fait que l'élection qui devait avoir lieu en 1976 a lieu en 1974, qu'un autre chemin va se prendre qui va déboucher sur la nécessité organisationnelle. Merci Robert. On continue avec Marie-France. Comment revois-tu ce moment à la lumière d'aujourd'hui? Moi, j'ai participé à un des carrefours du OPLM Saint-Jacques, dont les jeunes historiens qu'on a entendus aujourd'hui ne semblent pas connaître même l'existence, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas eu d'archives, il n'y a pas eu de compte-rendu de ces carrefours. Alors je vais vous raconter ce que j'y ai vécu, puisque ce sera la seule occasion que vous ayez d'entendre parler. J'habitais un département avec une population jeune, dans le Val d'Oise, un nouveau département. Tout ce qui était actif à gauche et qui n'était pas communiste et qui n'était pas de droite, plus centriste que RPR d'ailleurs, c'était ce que notre première intervenante a appelé une nébuleuse. C'était des associations, c'était un groupe d'action municipale que nous avions constitué à Pontoise, avec tout de même, en rajoutant un S, dès 1970, peut-être même 69, il faudrait retrouver dans les archives, un groupe municipal d'action socialiste, un GAMS, qui animait des conférences, débats. Je me souviens de Pierre Jox venant parler dans les années 70 à Pontoise, à l'initiative, pas du PS, mais du GAMS. On avait tenté une liste absolument perdue d'avance, qui n'avait aucune tout à fait nouvelle, aux élections municipales de 71, mais on n'était pas arrivé à trouver 27 personnes pour faire une liste. Le pouvoir ne nous intéressait pas, enfin, n'intéressait pas ceux qui n'avaient pas eu envie de se mettre sur cette liste des 27. On a quand même continué. Et la ville nouvelle de Cergy a été
pour ses militants un lieu d'action, un terrain de jeu formidable. C'est dans la mouvance de ce GAMS de Pontoise que les premiers habitants, les pionniers de Cergy-Pontoise, se sont battus pour essayer de peser sur la suite des équipements et de l'organisation de la ville nouvelle. Ils ont réussi à se faire entendre, je ne sais pas forcément, on ne les a pas forcément pesés sur tout, mais ils ont eu une existence extrêmement forte en tant que premiers habitants, représentants, délégués. Ils se sont fait élire par les premiers habitants comme délégués des habitants, puisqu'il n'y avait aucune structure municipale pour les accueillir, étant donné que la ville nouvelle était sur plusieurs communes dirigées par des maires qui étaient en quasi-totalité opposés à la ville nouvelle. Et c'est dans cette mouvance des clubs qu'on a un peu méprisé, qu'on a beaucoup ignoré au cours des assises, que je suis allée à ce carrefour où j'ai parlé probablement de cela. J'ai aussi parlé d'une association de consommateurs que j'avais fondée. À la suite du mai 68, pendant le même mois de mai 68, on avait fait des relevés de prix, parce que les prix avaient monté dans les boutiques pendant mai 68. Et de là était née une association de consommateurs. De ces réunions tous les soirs en mai 68, la seule salle de réunion de Pontoise était pleine de gens très divers, qu'on pourrait appeler nébuleuses, qu'on pourrait appeler deuxième gauche. Mais c'est de là, par exemple, qu'est né le planning familial de Pontoise et de Cergy-Pontoise, et plein d'autres choses, dont cette association de consommateurs. Je reviens à ce carrefour des assises, où je raconte tout ça, y compris une lutte absolument capitale, où l'association des consommateurs et le groupe d'action municipale, aidés de quelques adhérents PSU, bien sûr, et probablement d'adhérents CFDT, avaient monté toute une action pour essayer d'empêcher le maire de Pontoise de privatiser les pompes funèbres. J'ai raconté ça aux assises et j'ai été félicitée par la présidente du Carrefour Cadre de vie et développement durable, développement social, je ne sais plus comment ça s'appelait, Edith Cresson. Edith Cresson a dit « Mais c'est très intéressant tout ça. Nous, on ne sait pas faire. Nous, on ne sait pas faire. » Et c'est justement parce que le PS ne savait pas faire qu'on n'y était pas. Et ce qu'il a su faire ensuite. Ensuite, moi j'ai complètement disparu des radars et personne n'aurait jamais connu mon nom si je n'avais pas été une femme et qu'on ait été en manque cruel de femmes dans la vie politique française, pas seulement au PSU, pas seulement au PS, pas seulement dans les clubs. Voilà mon anecdote assise. Merci Marie-France. Pascal. Alors moi je suis rentré au bureau national du PSU en 72 au congrès de Toulouse. J'avais 23 ans. On était beaucoup de très jeunes au bureau national du PSU. Je pense que le plus vieux devait être Robert Chapuis à ce moment-là. Hein, et beaucoup d'entre nous avaient entre 25 et 30 ans. Il y en a quelques-uns que je vois ici. On était très jeunes. J'avais été l'artisan du congrès de Toulouse, puisque j'avais proposé en début 72 à Michel Rocard, dont j'étais dans l'opposition, de faire un nouveau congrès, très inquiet de le délitement du PSU, de son éclatement depuis le congrès de Lille, de faire un nouveau congrès qui serait préparé paritairement entre majorité et opposition. Et c'est ça qui a donné lieu, ça s'est fait comme ça d'ailleurs, une commission paritaire, 5 opposants, 5 majorités, et c'est comme ça qu'on a construit le manifeste de Toulouse. Premier fait. Mais c'était trop tard. Je pense que c'était trop tard. Et donc, pour moi, les assises, c'est un échec majeur du PSU. Ça a traduit l'incapacité du PSU de peser de manière significative et durable sur la recomposition de la gauche.
On a été dans cette incapacité, on aurait pu l'être à l'après 68, mais on reviendra dans la suite du débat. On aurait dû l'être dans l'après 68. On n'a pas su faire les bons arbitrages au bon moment. Et finalement, Toulouse, c'était trop tard. Donc on y reviendra sans doute dans la suite du débat. Après ce premier échange, il y a une chose qui me frappe et qui revient aussi des communications qu'on a entendues ce matin. C'est qu'une des problématiques, en dehors de la question de l'unité, de celle de l'identité du socialisme, il y a aussi la question centrale du rapport au pouvoir et de la dissociation que font certains de l'action politique et du rapport au pouvoir. Et on voit bien dans les hésitations qui ont été exprimées par les uns ou les autres que cette question est un peu centrale. Je crois qu'elle n'a pas complètement disparu aujourd'hui, d'ailleurs, si j'en juge par les interrogations que l'on peut lire dans les médias. Alors, comment est-ce que vous voyez, les uns et les autres, l'évolution du Parti socialiste après les assises au regard de cette problématique du rapport à l'exercice du pouvoir? Oui, Jean-François Sirinelli disait qu'il n'y avait pas eu, après l'élection présidentielle de 1974, qui voit la deuxième défaite du candidat unique de la gauche, véritablement de troubles dans la montée qui s'est ensuite poursuivie. À défaut qu'il y ait eu trouble ou cassure de cette dynamique, il y a eu au moins une interrogation qui a commencé à naître ici sur la question de savoir si cette stratégie d'union pouvait effectivement conduire au pouvoir et si, accessoirement, François Mitterrand pouvait en être le porteur. Donc je nuancerai ce qui a été dit sur ce moment parce que je l'ai ressenti, cette question, y compris chez François Mitterrand, qui, échouant devant Giscard de peu, relativement, après avoir rassemblé l'ensemble des forces de gauche, c'est un moment interrogé. Et il ne pouvait pas savoir que c'était dans le paradoxe d'une division de la gauche qui émanciperait le PS que l'union de la gauche se refaisant au deuxième tour, finalement, il serait élu en 1981. Donc il y avait chez François Mitterrand cette interrogation. Et si Pierre Mauroy, avec ses interlocuteurs, Maire, Michel Rocard, à l'extérieur du PS, ce qui prouve que les initiatives n'ont pas d'abord été prises à partir du PS. Comment dirais-je, Pierre Mauroy a été moteur dans les assises, indiscutablement. Pour François Mitterrand, c'est aussi une question de pouvoir, il fallait que lui, en tout cas, garde le volant. Il a gardé le volant et il n'a pas, comme premier secrétaire du Parti socialiste, appuyé sur le frein, c'est-à-dire qu'il a voulu accepter que les assises se fassent, malgré les réticences qui existaient à l'intérieur de ce qu'on appelait les mitterrandistes, et qui, au fond, c'est le moment de les évoquer, passaient par la crainte d'une remise en cause de la stratégie d'union de la gauche, l'hypothèse que la deuxième gauche était plus modérantiste dans son approche des questions économiques, et puis justement là aussi une question du pouvoir, la crainte que arrivent à l'intérieur du PS d'autres cadres et éventuellement, même si ce n'était pas encore dicté par les assises, la figure de Michel Rocard, et que ça puisse représenter un challenge pour l'autorité de François Mitterrand. Mais François Mitterrand, à mon sens, a dominé cela parce qu'il a pensé que c'était nécessaire à ce mouvement de rassemblement des socialistes. Et donc il a eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait un risque, mais il a eu aussi, comment dirais-je, la force d'esprit de penser que ce risque, il le conjurerait, ou à défaut de le conjurer, il le surmonterait. Et donc, il a accepté que puissent naître des challenges à l'intérieur, et notamment un challenge pour une future candidature à l'élection présidentielle. Pendant 4 ou 5 ans, cette question, finalement, sera endormie, en quelque sorte,
Et je pense que les rocardiens, ce qu'on a appelé les rocardiens, disons, à partir d'un certain moment, quand c'est devenu un courant au sein du PS, dont à beaucoup venait peut-être l'entrée dans l'assise, depuis les assises des militants, lorsque les rocardiens se sont configurés comme tels autour de Michel Rocard, sur un certain nombre de sujets, ils ont été, contrairement à ce qui a été dit, féconds. Et moi, je l'ai mesuré alors dans la responsabilité que j'ai eue à partir de 1975, puisque je suis devenu secrétaire international au tiers-monde, et un bon nombre de ceux qui m'ont entouré, accompagné, y compris des universitaires à l'époque, venaient justement du PSU. Et je les ai retrouvés. Soit des militants du PSU, soit des chrétiens de gauche, parce que cette dimension de la gauche chrétienne, des chrétiens et la gauche, elle était très forte chez Mitterrand. Mitterrand, après tout, il a eu une histoire de tradition, une éducation catholique. Puis il avait besoin de ça pour être lucide. Quant à Mauroy, il était lui-même un chrétien, donc ils étaient ouverts. Et cette dimension de la gauche chrétienne et comment elle s'orienterait a été très importante dans l'idée qu'il fallait à la fois prendre ces risques et en même temps apporter ces éléments nouveaux au sein du Parti socialiste. Donc moi, j'ai accompagné cela, alors ensuite avec des responsabilités un peu plus importantes. Mais la question sous-jacente de la remise en cause du leadership, voire de la stratégie, avec la tentation peut-être d'une alliance au centre, enfouie pendant les années 74 à, on va dire, 79, 78 en quelque sorte, où un nouvel échec qui paraît effacer la montée des socialistes et de leurs élus, y compris issus du PSU, dans les municipalités en France, qui fait une année 77 formidable, l'année 78 débouche à nouveau sur un échec. Donc on ne peut pas gagner par la présidentielle et on ne peut pas gagner par les législatives. Là, les interrogations deviennent plus fortes et naissent évidemment, effectivement un challenge. Et donc ça naît en 1979. Mauroy, l'auteur, enfin l'acteur des assises et le grand absent des assises, mais dont tout le monde parle, Michel Rocard, vont se retrouver ensemble, peut-être en partie pour des raisons malentendues, et là, le leadership de François Mitterrand, mais aussi peut-être la stratégie, va être contesté, surtout le leadership. Bon, ça donne le congrès de Metz, et moi, je remplacerai Pierre Mauroy comme numéro 2 du PS à ce moment-là. Michel Rocard fera toujours preuve d'un esprit militant, qui est quand même sa caractéristique. Un esprit militant, un esprit de discipline. Il a joué sa chance. Il n'a pas pu finalement l'emporter au sein du PS. Eh bien, il a joué le jeu. Et comme je ne veux pas être trop long, je vais terminer par une conclusion. Comme concours à la montée de la gauche, je pense que les assises ont joué un rôle tout à fait important. Parce que ça a créé des symboliques, parce que ça a créé aussi une force plus importante par rapport au PC, par exemple. Quant à la question du pouvoir, puisqu'elle est posée, je terminerai sur une petite pirouette. Le premier ministre du premier septennat de François Mitterrand, c'est le président des assises, Mauroy. Le premier ministre du deuxième septennat de François Mitterrand, c'est Michel Rocard, le grand absent des assises. Donc même sur la question du pouvoir, ils n'ont pas eu à se plaindre. Robert, alors ton électrice de la gare Montparnasse, là, quand elle disait qu'elle préférait voter socialiste malgré ta question, c'est elle se posait la question du pouvoir. Oui, tout à fait. Et je crois que simplement il y a deux moments qui ont été évoqués ce matin et sur lesquels je vais revenir. Le premier moment, c'est donc l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle va précisément poser la question du rapport au pouvoir. Le débat à l'intérieur du PSU va être entre ceux qui estiment
que le PSU doit en profiter pour mettre en évidence les luttes. Et c'est donc autour de Charles Piaget que se fait le projet d'une candidature, ou ceux qui estiment effectivement que la situation est telle au niveau du pays, et avec le poids de la droite giscardienne qui s'est constituée progressivement au-delà des réformes du début, il y a la nécessité effectivement d'avoir une capacité de la gauche à gouverner. Et ici, une majorité va se dessiner pour pouvoir soutenir la candidature de François Mitterrand tout en restant le PSU, c'est-à-dire en ayant une campagne autonome. Et moi, je suis allé sur les divers lieux avec Duclos, avec François Mitterrand, avec les divers responsables, effectivement, à Nice, à Lyon, devant des foules assez considérables, pour effectivement dire il faut qu'un président de gauche puisse changer la donne au niveau de notre pays. Et donc, le rapport au pouvoir séparait une minorité et une majorité. Et au fond, c'était tout à fait pensable, logique, enfin c'est un débat tout à fait normal. Le problème qui s'est posé au Conseil national d'Orléans a été un peu différent. Parce que le débat s'est fait non pas entre la minorité et la majorité, mais entre trois listes. Une qui était, n'est-ce pas, favorable à un rapprochement du parti avec le Parti socialiste, non pas pour pouvoir adhérer au Parti socialiste, mais dans une perspective effectivement de discuter une fusion avec l'aide de la troisième composante. Et c'est pourquoi on parlait, ça a été évoqué à plusieurs reprises, de parti des socialistes. Bon, formule. Bon. Et il y avait la minorité Piaget, disons, qui, autour de la Fédération de Paris, mettait en évidence qu'on pouvait toujours causer avec le Parti socialiste, comme d'ailleurs avec le Parti communiste. D'ailleurs, on causait avec le Parti communiste, mais c'était de causer, et non pas évidemment un rapprochement qui pouvait avoir des conséquences organisationnelles. Donc une barrière assez nette. Et puis s'est posée une troisième motion, qui au fond était assez d'accord sur l'idée du rapprochement, mais qui estimait que c'était trop tôt, et qu'il fallait attendre au moins 1 an pour pouvoir voir les évolutions, en discuter, savoir comment on pourrait à ce moment-là discuter des aspects organisationnels. Inutile de dire que quand Rocard avait été un élément clé de la campagne de François Mitterrand en 1974, qu'on avait des discussions qui ont été évoquées à plusieurs reprises, cette logique était très difficile à suivre. Et que on pouvait savoir qu'il y avait des grands risques à ce qu'il y ait une certaine dissociation entre Rocard et le PSU. Et pour ma part, puisque j'étais devenu, en succédant à Michel Rocard, secrétaire national du PSU, j'ai souhaité effectivement qu'il y ait un rapprochement avec Rocard, donc il était à la tribune, et à faire en sorte que le processus puisse se développer. Lorsque le Conseil national s'est réuni à Orléans, chez donc Michel de la Fournière, une motion est venue pour dire, pour qu'il y ait un débat de fond, il faut qu'on mette de côté les enjeux de pouvoir interne. Donc il faut que le Bureau national démissionne pour pouvoir avoir un débat qui se fasse en toute clarté. Et la motion qui était intermédiaire a appuyé la motion de la Fédération de Paris, donc de la minorité, et a eu la majorité.
Et c'est pourquoi le Bureau national a démissionné, que nous avons été quand même aux assises, mais nous y sommes allés effectivement avec une faiblesse organisationnelle qui aboutissait, comme l'indique Pascal de Rival, à un échec de la perspective organisationnelle qui aurait été possible si cela avait été le PSU dans ses diverses composantes qui pouvait discuter avec le Parti socialiste. Et donc, paradoxalement, je dirais, ceux qui voulaient limiter le passage des militants PSU au Parti socialiste, eh bien, au contraire, ont accéléré cette possibilité. Et donc, on a eu ce moment où, évidemment, nous nous sommes retrouvés avec ceux qui étaient déjà au Parti socialiste, et notamment avec Martinet, et que le Congrès de Pau a permis de maintenir quelques équilibres. Je dois dire que François Mitterrand, et je le reconnais, a joué le jeu. J'ai négocié avec lui la possibilité, effectivement, de représentation au comité directeur d'un certain nombre de fonctions de ceux qui venaient au Parti socialiste. Et donc, nous avons engagé un processus, mais je dirais avec le fait que le Conseil national d'Orléans nous a donné un frein à ce qui ensuite s'est développé à travers le temps, puisque la plupart de ceux qui étaient effectivement à Orléans se sont retrouvés ensuite au Parti socialiste à travers diverses responsabilités. Je terminerai donc, et ce sera ma conclusion, en disant que tout le processus que Lionel vient de rappeler vers le congrès de Metz et la force que le Parti socialiste a pu constituer à ce moment-là, je pense effectivement que le moment des assises a été essentiel pour que l'histoire puisse continuer. Merci. Je ne vais pas oublier Marie-France, mais je pense que pour qu'il y ait une continuité logique avec ce qui vient d'être dit, je vais passer le micro à Pascal de Rival. Alors, est-ce que c'est la question du pouvoir qui a conduit à refuser l'obstacle ? Vous l'avez peut-être compris, je suis le principal auteur de ce troisième texte. C'est moi qui ai tenu la plume, texte dit André Bargenet. Enfin, c'est moi qui très largement les rédigé. Donc, 2 ans plus tôt, j'avais été un peu à l'origine du manifeste de Toulouse, et 2 ans plus tard, je mets Michel Rocard, Robert Chapuis et tous mes copains du Bureau national en minorité. Notre texte a fait 25% des voix, celui de Rocard 35% et celui de Mouzel, Piaget, c'était d'ailleurs un texte Leduc, je crois, motion Leduc, 40%. Mais je crois qu'il faut bien comprendre qu'on a eu 2 temps de débat. Robert l'a dit, on a eu d'abord un débat sur les présidentielles. Fallait-il soutenir la candidature Mitterrand ? Donc c'était une question directement sur le pouvoir. C'est un peu simple de dire simplement il y avait les partisans des luttes, et ils soutenaient Piaget, parce que c'était quand même... Piaget avait une image, une auréole assez extraordinaire. On avait vécu autour de l'IP un moment assez étonnant. Tout le PSU, toute la direction, toi, Michel et tous les autres. Et donc, il y avait quelque chose de très fort autour de la candidature Piaget, même si la CFDT, dans sa majorité, ne voyait plus dans le PSU un appui suffisamment crédible et regardait de plus en plus vers le Parti socialiste. Et puis, du côté le nôtre, puisque moi j'ai soutenu la candidature Mitterrand, mais j'avais fait des propositions à un amendement à la DPN sur la candidature Mitterrand, notamment sur les conditions de soutien et les conditions de l'unité. Cet amendement a été refusé par la DPN, mais se dessinait là une troisième position, puisque certains, sur la base de cet amendement qu'ils ont discuté, ont rejoint, prennent notre sensibilité. Je pense par exemple à quelqu'un comme Christian Guerche, et quelques colonels de province d'un poids relativement important. Et donc, c'est dessiné là ce premier débat. Après, c'est le débat sur les assises, et
effectivement, notre position était de, non pas dire c'est trop tôt, hein, mais tel que ça va se passer, tel que ça se présente, les assises, c'est pour le PSU, au fond, je n'irai pas jusqu'à dire Canossa, mais enfin, c'est on y va, on doit se rallier et on a peu de possibilités de peser fortement sur le Parti socialiste. Donc ça a été ça le choix. Bon, à notre grande surprise, mais c'est un peu votre surprise qu'on fasse un tel score. Mais je rappelle qu'en 67, il y a eu un texte Leclerc, largement un troisième texte, hein, au moment Popren, il y a eu un troisième texte soutenu par Leclerc et largement relayé par en dessous par Rocard et Orgon, qui a eu le même effet, hein, de mettre en minorité Popren et de garder un parti relativement solide. Donc c'est quelque chose qui est fréquent. Donc, mais ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Ma grande préoccupation, c'est au fond se dire en 71, à quelques jours d'intervalle, se tient le congrès d'Épinay, où un parti qui avait été en dehors totalement du mouvement de mai 68, qui s'était effondré électoralement, de faire 5% des voix présidentielles de 69, se remet en ordre de bataille pour réorganiser la gauche autour de François Mitterrand. Et au même moment, 8 jours plus tard, le congrès de Lille, où vous avez pris la responsabilité de dire il faut rompre ce qu'était l'ancienne majorité du PSU. Et il faut lutter de manière virulente contre les gauchistes, entre guillemets. Donc, il y a un texte Rocard qui fait 51 ou 52% des voix, et au fond, donc le PSU se divise, 7 textes, 6 textes à ce moment-là, au moment où le PS se rassemble. Et donc je pense que c'est ce moment-là qui est le moment nodal où le PSU a été dans l'incapacité, alors il y a des tas de raisons, de se définir une majorité significative qui aurait pu permettre de continuer un dialogue fructueux avec la CFDT, avec tous les acteurs de la société civile, et de peser vraiment dans la restructuration de la gauche. On était très peu, moi j'étais dans l'opposition à l'époque, dans le courant 5, on était très peu à penser qu'il fallait se rassembler aussi avec Michel Rocard. Michel m'avait proposé de rentrer au Bureau national à ce moment-là. Et je lui avais dit, Michel, moi je suis d'accord s'il y a un accord entre le courant 5 et ton courant. Bon, rien ne s'est fait. Et au fond, hier nous avons rendu hommage à Henri Leclerc à ITS. Et en conclusion, j'ai repris une phrase d'Henri que j'avais vue dans une mémoire vive qu'il a faite, et où il disait « Après mai 68, il y a ceux qui n'ont pas compris que le moment était passé. » Alors Henri, il parlait de cette phrase surtout parce qu'il avait été l'avocat de tous les militants d'extrême gauche dans l'après 68. Mais au fond, je crois qu'une bonne partie d'entre nous, on a mis très longtemps à comprendre que le moment était passé. Vous l'avez compris, vous, en prenant cette position au Congrès de Lille. Le moment est passé, il faut faire autre chose. Mais l'opposition ne le comprenait pas. Alors, les gauchistes sont partis et le courant 5 a éclaté. Et je pense que cette réunification du PSU qu'on a fait en 1974, c'était trop tard. Voilà. Marie-France, pour conclure cette table ronde, peut-être avec l'idée qu'au-delà du militantisme local, la transformation des réalités par l'exercice des responsabilités politiques a un sens ? Un sens, bien sûr, mais je voudrais quand même dire que tous ceux qui sont arrivés à des responsabilités sous l'étiquette PS et qui n'étaient rentrés que récemment au PS ont été parfaitement loyaux, ce qui n'a pas été le cas sous Hollande. Je ne crois pas que les rocardiens sous Mitterrand aient jamais été frondeurs. Mais tout de même,
Sur le pouvoir, puisque tu nous incitais à faire de l'anachronisme, sur l'exercice du pouvoir du PS dans les années 80 et suivantes, moi, ce qui m'a quand même beaucoup déçu, c'est qu'on n'a pas changé la manière de décider. Et ça, je crois que ça reste encore à faire. On a pu avoir depuis quelques espoirs. Ils sont aujourd'hui bien entamés. Merci. C'est vrai qu'il n'y a pas simplement la question du rapport à l'exercice, à la conquête du pouvoir, mais aussi à celui de son exercice. On aura l'occasion d'y revenir. On a un peu débordé sur les horaires. C'est un peu inévitable dans ce type de réunion. Merci de votre participation. Merci à Lionel Jospin, Robert Chapuis, Marie-France Lecuir et Pascal Dorival.